Si vous regardez les discours des technoprophètes américains, Elon Musk par exemple, dont on parle beaucoup, Peter Thiel et d'autres, en fait c'est des discours de survivalistes. C'est-à-dire c'est des gens qui font semblant de donner à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption, ils veulent réhabiliter l'idée de progrès, mais en fait ils pensent que l'humanité elle est condamnée. Ils se construisent des bunkers et puis ils rêvent d'aller sur Mars. Et donc ce progrès-là, entre guillemets, qui est entièrement basé sur la technologie, et même sur l'hybridation entre l'homme et l'artifice, c'est un progrès, entre guillemets, qui ne bénéficiera pas à l'humanité tout entière. On va pas transporter l'humanité sur Mars. Il y a un avènement des robots humanoïdes qui est gigantesque. Il faut savoir que toutes les sociétés américaines, que ce soit Boston, Figure, Tesla, travaillent sur une réduction du coût de production du robot pour avoir des robots qui coûtent 20 000 euros. Donc 20 000 euros, ça va être moins cher qu'une voiture en fait. Donc les gens vont effectivement s'acheter des robots humains pour avoir chez eux et ça va se passer. Et ça va se passer dans un temps extrêmement court. Moi, je le vois vraiment sur les 10-15 prochaines années. Avènement de l'IA et en fait, les robots deviennent hyper accessibles. Et l'humain va chercher à s'augmenter parce que comment on va faire avec une IA qui est de plus en plus capable de faire des choses et de remplacer l'humain? Voilà, il faut qu'on trouve notre place. Je pense que la question, c'est quelle est la place de l'humain dans tout ça? Je suis d'accord avec vous que la conquête spatiale, l'observation, permet d'avoir des informations sur la Terre qui vont aider l'humanité à se projeter dans l'avenir. Mais présenter son salut comme étant finalement l'organisation d'une fuite, ça me paraît déresponsabilisant. Depuis les révolutions industrielles du 19e, la science a été un moteur de progrès, un outil pour comprendre le monde et améliorer nos conditions de vie. Pourtant, aujourd'hui, la confiance dans la science s'effrite. En 2020, selon le baromètre Sciences et Société d'Ipsos, moins d'un Français sur deux considère qu'on ne peut pas faire confiance aux scientifiques pour dire la vérité, si jamais certaines de leurs recherches pouvaient avoir des répercussions sur la santé des individus. Paradoxalement, on attend du progrès scientifique qu'il cherche à guérir des maladies pour 72% d'entre eux, résoudre le réchauffement climatique pour 47% et prévenir des épidémies pour 43%. On assiste donc à des avancées notables, le vaccin ARN pour répondre à la pandémie, la découverte de la fusion nucléaire à titre expérimental pour produire de l'énergie, l'intelligence artificielle en médecine. La science peut-elle nous sauver de ces défis? Faut-il encore croire au progrès scientifique? Étienne Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien et philosophe des sciences, spécialiste de la physique des particules et de la cosmologie. Vous êtes directeur de recherche au CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et professeur de physique et de philosophie des sciences à Centrale Supélec. Vous êtes l'auteur de nombreux essais, dont Allons-nous liquider la science, paru en 2008 chez Flammarion, et Court-circuit, paru chez Gallimard en 2023. Barbara Belvisi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et directrice générale d'Interstellar Lab, une start-up qui développe des serres à environnement contrôlé, les biopods. Ces serres permettent de cultiver des plantes dans des conditions optimales, tant sur Terre que dans l'espace. Vous venez de remporter le Deep Space Food Challenge de la NASA grâce à votre système de production alimentaire Nucleus. Vous avez également signé des partenariats avec L'Oréal, Robertet pour la production d'ingrédients pour la cosmétique. Merci à tous les deux d'être venus au Collège des Bernardins pour débattre aujourd'hui. Barbara Belvisi, j'ai une première question pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la conquête spatiale ? Alors, Interstellar Lab, c'est né d'un rêve d'enfant. Donc, moi, j'ai grandi vraiment bercée par Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et par la science-fiction. Donc, j'ai beaucoup lu de livres de science-fiction et il s'avère que mes grands-parents en Pologne avec des serres, donc je me retrouvais souvent dans les serres en Pologne à lire mes livres de science-fiction et à rêver d'emmener la vie ailleurs. Interstellar Lab, l'ambition, c'est vraiment de développer les technologies qui vont permettre à la vie terrestre, la seule vie qu'on connaisse aujourd'hui, de pouvoir se développer et d'aller sur d'autres planètes. Donc c'est vraiment se nourrir ce rêve de permettre à la vie qui s'est développée sur cette planète de pouvoir se répandre ailleurs. Et au passage, d'utiliser les technologies qu'on va utiliser pour préserver le vivant dans des univers qui sont extrêmement difficiles, pour les adapter, pour pouvoir les utiliser aujourd'hui sur Terre, notamment dans un contexte de changement climatique. Étienne Klein, j'ai une première question pour vous. Le progrès scientifique existe-t-il encore? Considérez-vous que les récentes innovations techniques, notamment celles liées à l'IA, sont un progrès scientifique ou non? Alors, merci de me poser cette question délicate, parce que si on utilise un algorithme pour compter l'occurrence de certains mots dans les discours publics, comme on l'a fait à l'Académie des technologies avec le mot progrès,
on se rend compte que le mot progrès, en fait, il a disparu des discours publics. C'est un mot qu'on a écrit pendant 3 siècles avec une majuscule. Il a perdu sa majuscule après la Seconde Guerre mondiale. Il a commencé à décliner en 1980, au moment où réapparaît dans la langue française un très vieux mot qui avait été complètement abandonné, qui est le mot innovation. Et le progrès qui décroît croise l'innovation qui monte en 2003. Et le mot progrès, il a complètement été liquidé entre 2007 et 2012. En un quinquennat, il a disparu. Alors on pourrait se dire qu'il s'est rien passé, qu'en fait on a remplacé un mot ancien par un mot nouveau, innovation, qui dit la même chose. Mais en réalité, quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que nos façons de parler d'innovation ne rendent pas justice à l'idée de progrès. L'idée de progrès, elle s'appuyait sur un temps qui passe qui est constructeur, qui est complice de notre liberté, de notre volonté, alors que le discours sur l'innovation s'appuie sur un temps qui passe qui est corrupteur. L'idée que les défis qu'il faut relever s'aggravent et il faut innover pour empêcher que le monde se défasse. En fait, c'est l'état critique du présent qui justifie l'innovation, alors que c'était une certaine idée du futur qui justifiait le progrès. Donc il y a des progrès scientifiques, oui, il y a des connaissances qui augmentent. Il y a aussi des connaissances qui augmentent notre ignorance. Par exemple, aujourd'hui, on pense que dans l'univers, il y a de la matière noire, il y a de l'énergie noire. Et ça, on l'a découvert il y a très peu de temps. Et on ne sait pas ce que c'est que l'énergie noire, ni de quoi elle est faite. Pareil pour la matière noire. Donc, il y a un progrès de la connaissance qui a augmenté notre ignorance. Mais augmenter son ignorance grâce à la connaissance, c'est faire un progrès scientifique. Mais le fait qu'on ne parle plus de progrès scientifique, ça veut dire que, en fait, on ne sait pas ce que va faire ce qu'on fait. Et la science, qui a longtemps été considérée comme le moteur de l'idée de progrès, aujourd'hui, elle est questionnée plus qu'avant par le fait qu'elle ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités technologiques qu'elle nous donne. Par exemple, la physique nucléaire vous explique comment faire un réacteur nucléaire. La génétique vous explique comment faire des OGM. Mais elle ne vous dit pas si vous devez le faire. Et ça provoque des discussions, des conflits de valeurs qui font que, comme le disait Paul Valéry, que je citais tout à l'heure, sans le citer, on sait ce qu'on fait quand on fait de la science, mais on ne sait pas dire ce que va faire ce qu'on fait. Par exemple, l'IA, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle va devenir à terme? Qu'est-ce qu'elle nous fait déjà dans notre façon d'apprendre, d'être avec les autres, de nous informer, de réfléchir, de travailler? On voit qu'il y a des mutations énormes qui se font. Que sera l'IA dans 20 ans? Personne ne sait le dire. Quel usage nous allons en faire? Est-ce qu'elle va démuscler nos cerveaux? Au sens où, à force de déléguer à l'IA toutes sortes de tâches qu'autrefois notre cerveau faisait, calculer, réfléchir, décider, ou bien est-ce que, soumis à cette concurrence technique, notre esprit va augmenter ses performances dans des domaines où la concurrence de l'IA n'existe pas? Il y aurait une sorte d'essor de l'esprit provoqué par la concurrence de la technique. Moi, je sais pas répondre à cette question, mais c'est en train de se jouer maintenant. Et donc, je pense que le fait que l'idée de progrès soit tombée en désuétude fait que le futur n'est pas configuré. Moi, je fais partie d'une génération. Vous avez parlé de votre enfance. Moi, je suis bien plus vieux que vous. Je suis né en 58 et j'ai donc été adolescent dans les années 70. Et j'étais dans une famille nombreuse. On recevait des magazines pour adolescents, hebdomadaires, Tintin, Pilote, Spirou, avec des bandes dessinées. Et dans tous ces magazines pour adolescents, on nous parlait constamment de l'an 2000. L'an 2000 était un horizon projectif qui était dessiné. Il était dessiné au deux sens du terme. Il était représenté par des bandes dessinées, mais c'était aussi un dessin au sens d'une finalité. Et chacun de nous pouvait se projeter dans le futur, tracer une trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et le futur qui nous attendait, qui était séduisant, attractif, au point que j'avais des copains qui étaient pressés de vieillir. Moi, je connais pas de gens qui soient pressés de vieillir aujourd'hui. Donc, il s'est passé un truc, quand même. Et aujourd'hui, personne ne parle de 2050, sauf de façon catastrophique à propos du climat. Personne ne parle de 2100. Et le fait que le futur soit laissé comme ça en lévitation intellectuelle, en jachère politique, je parle du futur à long terme, fait que le futur qui a horreur du vide, c'est un peu comme la nature, le futur, il a horreur du vide. Et donc, il est colonisé par les angoisses.
Et ça crée un climat que vous décrivez en parlant de défiance, etc. Mais moi, je conteste le chiffre que vous donnez. Il y a une très grande confiance dans la science. Quand on interroge les gens, ça a été fait dans un rapport de Daniel Cohen en octobre 2021. C'était après 18 mois de Covid. Quand on demandait aux gens, est-ce que vous avez confiance dans la science, c'était 90% de taux de confiance. Alors, c'est un taux qui est compliqué à expliquer, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un taux de confiance plus fort que celui qu'on accorde à d'autres institutions, le journalisme, les médias, etc. Sauf que la question posée, là je parle beaucoup, mais vous aurez du temps. Je termine juste là-dessus parce que la question posée, est-ce que vous avez confiance dans la science? En fait, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens parce qu'elle a trop de sens. Il y a au moins 3 façons de la comprendre. La première, c'est de dire, est-ce que vous avez confiance dans la science? Ça veut dire, est-ce que vous avez confiance dans la parole des scientifiques quand ils parlent? Et est-ce que vous faites confiance à tous les scientifiques ou est-ce que vous avez vos chouchous? Et on a bien vu pendant le Covid que cette question est très compliquée. Deuxième façon de comprendre la question, est-ce que vous avez confiance dans la science en tant que démarche de connaissance pour produire des résultats dits scientifiques qui ont une objectivité plus grande que beaucoup d'autres choses qu'on raconte? Donc est-ce que vous avez confiance dans la science pour produire de la connaissance objective? Troisième façon de comprendre la question, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez confiance dans la science pour relever les défis qui se posent à nous? Changement climatique, raréfaction des ressources, problème d'énergie, pollution, etc. Je peux allonger la liste. Vous voyez que c'est 3 façons complètement différentes de poser la question de la confiance dans la science. Et si on les distinguait dans un sondage, sans doute que les proportions de oui et de non dans les réponses seraient complètement différentes. Alors, plusieurs choses. Innovation et progrès, je suis d'accord. En fait, le progrès a une direction. Donc, il est hyper actif et c'est pas le progrès est pas passif. L'innovation, elle a le terme a quelque chose de passif, c'est-à-dire qu'il faut innover pour résoudre des problèmes, alors que le progrès, il est pas dans une logique de résolution. Il résoudra des problèmes sur son chemin, mais c'est pas sa finalité. Donc, il y a vraiment 2 directions qui sont pas les mêmes. Et avec effectivement, c'est dommage, je trouve que le mot innovation vient remplacer le terme de progrès, parce qu'il y a quelque chose de très entraînant dans le progrès. Il y a allez hop, on y va. Il y a quelque chose de très optimiste et de positif, alors que l'innovation, c'est beau, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus lourd, rien dans le terme. Et je pense qu'on retrouve vraiment aujourd'hui dans le climat général. Moi, j'aime beaucoup Ray Bradbury en écrivain de science-fiction. Et lui, pour lui, la science et la religion sont les 2 faces d'une même pièce. Où en fait, on cherche à répondre à des questions, à ce grand mystère, pourquoi on est en vie, pourquoi on existe, pourquoi tout ça, pourquoi toute cette... Est-ce que c'est une mascarade? Voilà, qu'est-ce que c'est? Et donc la science va apporter des théorèmes, va essayer de démontrer avec des formules pragmatiques. La religion va faire des théologies, va inventer des histoires, etc. Mais au final, elles ont un petit peu toutes les 2 le même objectif, c'est d'essayer de rassurer l'être humain qui, en fait, avec son niveau de conscience, est un peu paniqué avec pourquoi on existe, pourquoi on est là et comment ça marche. Et du coup, pour moi, je mets en parallèle la perte, la décroissance de la religion, donc la perte de croyance, avec aussi la perte de foi en la science. C'est-à-dire que l'homme, pour moi, c'est plutôt un phénomène sociétal. C'est-à-dire qu'il est face aujourd'hui il perd la foi. Il perd la foi en différentes choses. Il est assez perturbé par tout ce qui se passe. Et du coup, je pense que cette remise en question qu'on peut lire dans les magazines sur la science, en fait, je la mets un peu en parallèle avec la mise en question de la foi et de l'espérance. Et pour moi, tout ça est lié au projet commun de l'humanité. En fait, on ne sait plus où on va. On n'a plus cette vision commune qu'on pouvait avoir quelques années en arrière, alors qu'il pouvait être porté par différents courants, mais en tout cas une vision commune qu'on partageait, qui était très optimiste d'un futur positif. On était content d'avancer vers le futur. Et là, aujourd'hui, en fait, avec cette perte des valeurs, un peu tout notre système en fait qui a été cassé, on ne sait plus trop à quoi croire et qu'est-ce qu'on visualise dans le futur.
Et la science-fiction, elle est dure, elle est très dystopienne. Je pense que Hollywood et les écrivains ont une énorme carte à jouer maintenant, en fait, pour mettre dans l'imaginaire de nos générations, des nouvelles générations, un futur positif, celui d'un 2050 positif. Mais comme on n'y arrive pas et qu'on n'arrive pas à s'accorder, voilà. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur plusieurs choses. D'abord, croire au progrès, c'est fabriquer intellectuellement un futur qui est à la fois crédible et attractif. Parce que le progrès, c'est pas l'utopie, c'est pas la dystopie. C'est penser un monde différent qu'on pense pouvoir atteindre. Et celui qui explique, enfin la structure qui explique si ce chemin est possible, c'est la science. C'est la science qui est finalement le moteur de l'idée de progrès, son bras armé en fait. Et c'est ça qui donne de la crédibilité au projet. Et il faut que ce soit attractif, parce que comme vous le dites, il faut travailler. Kant, il dit même que l'idée de progrès, elle est doublement consolante et sacrificielle. Elle est consolante parce qu'elle nous permet de penser que nos enfants vivront mieux que nous, et elle nous console, ajoute-t-il, par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Donc croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Ce qui suppose une philosophie de l'histoire. On n'en a plus. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vous trouvez? Ah bah oui, parce que les philosophies de l'histoire, je peux vous en citer deux, moi. Le marxisme et le nazisme. Et le nazisme. D'accord? C'est-à-dire que croire au progrès, c'est penser que le négatif est le ferment du meilleur. C'est ce sur quoi on peut travailler pour le rendre positif. D'accord? Mais ça suppose de pouvoir distinguer le bien du mal. Et quand vous avez une idée trop précise de ce qu'est le bien, vous vous sentez autorisé à faire le mal. Moi, j'ai lu il n'y a pas très longtemps Mein Kampf d'un certain Adolphe. Incroyable ce livre. Il dit exactement ce qu'il va faire. Au nom d'une idée très précise de ce qu'est une bonne société. La société bonne, c'est des Ariens, pas de juifs, pas d'homosexuels, pas de malades mentaux. Comment on l'a fait advenir? On les égouille. C'est simple. L'homme nouveau des staliniens. Tout ce qui vient freiner l'avènement de l'homme nouveau, on le met dans le goulag. Voilà. Donc une idée trop précise du bien autorise à faire le mal. Si vous lisez les communiqués de Daesh après les attentats de Paris, ils disent pas on a voulu faire le mal. Hein. Ils ont agi au nom du bien. L'autre chose qui m'étonne dans votre discours, c'est que quand vous dites que la foi s'estompe, c'est là qu'on voit notre différence d'âge. Quand j'étais étudiant, moi, dans une école d'ingénieurs comme il y en a beaucoup, je ne connaissais même pas la religion de mes copains. Et donc, on pensait tous que la religion allait rentrer dans la sphère privée, qu'il y avait des initiatives concordistes entre les différents monothéismes, et que finalement, tout ça allait se régler, quoi. Ce serait pas une zone de conflit. Par contre, on pensait que les connaissances scientifiques feraient autorité. Et ce qu'on voit, c'est exactement le contraire. D'accord? Il y a un mouvement anti-science très fort. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, qui censure des mots scientifiques. Les connaissances scientifiques communes de la population sont quasiment inexistantes. Et puis, moi, quand je donne un cours en amphithéâtre, de loin, je suis capable de vous dire quelle est la religion de mes étudiants. D'accord? Donc, il n'y a absolument pas de régression de la foi, de la croyance. C'est même, à mon avis, le contraire. Aujourd'hui, moi, j'assiste à des débats, comme vous tous, qui m'hallucinent. C'est-à-dire, je comprends pas que on soit en telle régression par rapport à l'idée de république, avec des citoyens qui se présentent d'abord comme des citoyens, et une religion ou d'autres propriétés qu'on laisse en retrait par rapport au fait premier qu'ils sont citoyens. Hein? Et donc, moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait une régression. Peut-être il y a une régression de la foi, j'en sais rien. En tout cas, il n'y a pas de régression de la religion, notamment chez les jeunes. Et donc, je trouve que là, il y a quelque chose qui est contredit par en tout cas, la réalité telle que je l'aperçois. Moi, je trouve dans les conversations que je peux avoir avec les gens qui m'entourent, alors qu'ils sont de plein de milieux différents. Je vis dans un monde avec plein de gens qui font plein de choses différentes, donc qui est très enrichissant. Le rêve d'un futur commun, positif et atteignable, alors sans partir dans les extrêmes qu'on a pu voir dans le passé, d'un point de vue historique. Bien au contraire, je pense que c'est même des
Vous les avez très bien décrits et je pense que c'est un peu des red flags dont il faut être hyper conscient, notamment dans cette démarche. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ça manque et ça fait un peu vivoter les jeunes. Ils savent pas trop où ils vont, ils savent pas trop ce qu'ils veulent, ils ont pas très envie de travailler. Hein, ils sont quand même beaucoup moins travailleurs que notre génération l'a pu être, et je pense que la vôtre. Et il manque ce socle commun. Il y a aussi un manque ils veulent plus faire d'enfants. Alors ça c'est quand même. Enfin voilà, moi je trouve que ça va pas du tout avec la logique de la vie. La vie veut se répandre. Moi j'ai lu un article disant que c'était pas le désir d'enfant qui était en panne, mais c'est le modèle du couple qui. Ah bah ouais, mais ça il faut voilà. Mais moi c'est là où je dis que quand il y a ces pertes de valeur en fait et de choses qui sont stables en fait. C'est comme si aujourd'hui on était dans une phase qui est assez complexe pour la civilisation, je pense, parce qu'il y a l'avènement de l'intelligence, il y a le progrès technologique et scientifique qui ne fait qu'augmenter, qui s'accélère et qui s'accélère. En même temps, il y a une perte de foi et de direction commune de l'humanité, donc qui se retrouve un peu perdue, qui en même temps se centre sur elle-même, parce qu'il y a la montée aussi de prendre soin de soi, de se guérir de soi. Donc il y a un peu un repli intérieur des humains. Et en même temps des mouvements communautaires. Donc, enfin voilà, il y a toujours des balanciers qui se font. Mais moi, je trouve que voilà, ce rêve d'un objectif commun sans partir dans les déviances qui ont été faites dans le passé, je pense qu'il est important et qu'effectivement la science et la technologie sont des outils pour l'atteindre et qui donnent la crédibilité au rêve. Mais il faudrait arriver à recréer un petit peu cet engouement pour le futur. Et pour moi aussi, ce qui est important et ce qui peut peut-être, alors c'est toujours difficile d'entrer dans des débats politique, surtout que moi je m'y connais pas vraiment, mais je trouve que c'est la perte des valeurs de la famille qui, je pense, sont hyper importantes et qui sont aujourd'hui aspirées par de certains partis politiques, et je pense ne devraient pas, parce que quand dans le monde dans lequel on avance aujourd'hui, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui va se passer, c'est inarrêtable, ça va vraiment bouleverser la société, et je pense une société qui n'a plus de repères communs, qui n'a plus les valeurs de la famille, du couple et des enfants, et qui va être complètement secouée par une IA qui va remplacer énormément de boulot et de job, et les gens vont plus avoir de raison d'être et de raison de vivre. Je pense que ça c'est compliqué. Donc pour moi il y a besoin de faire un socle en bas et en haut de donner une direction, tout en évitant et en prenant conscience des erreurs du passé. Moi je suis plutôt d'accord, hein, mais oui, les philosophes des Lumières, les grands philosophes du XVIIIe siècle, Condorcet et d'autres, quand ils parlent du progrès, ils parlent d'un bénéfice pour le genre humain, pour l'humanité en entier. C'est-à-dire que, aussi bien spatialement, au travers de l'espace, que temporellement, ça va progresser. On va améliorer notre condition au cours du temps, mais aussi on va propager les résultats du progrès ici, ailleurs. Ça a d'ailleurs été un des arguments de la colonisation. On apporte le progrès dans des zones où il n'a pas eu le temps de naître par lui-même. Bon. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a au contraire l'idée que tout le monde ne va pas pouvoir s'en tirer. Et si vous regardez les discours des technoprophètes américains, Elon Musk, par exemple, dont on parle beaucoup, Peter Thiel et d'autres, en fait, c'est des discours de survivalistes. C'est-à-dire, c'est des gens qui font semblant de donner à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption. Ils veulent réhabiliter l'idée de progrès. Mais en fait, ils pensent que l'humanité, elle est condamnée. Ils se construisent des bunkers, et puis ils rêvent d'aller sur Mars. Et donc, ce progrès-là, entre guillemets, qui est entièrement basé sur la technologie, et même sur l'hybridation entre l'homme et l'artifice, c'est un progrès, entre guillemets, qui ne bénéficiera pas à l'humanité tout entière. On va pas transporter l'humanité sur Mars. Et donc, il y a quelque chose qui relève de ce que j'appelais tout à l'heure le survivalisme. C'est-à-dire, c'est le constat implicite, et parfois explicite d'ailleurs, que l'humanité est fichue, sauf pour ceux qui s'en sortiront. Et ça contredit complètement la philosophie des Lumières de l'idée de progrès. Je vais rebondir sur... alors je le connais pas très bien, je l'ai vu 4 ou 5 fois. Peter Thiel. Elon Musk. Ouais.
Peter Thiel. Peter Thiel, je le connais, je l'ai pas rencontré. Il était paniqué, il était allé acheter 10 paires de lunettes. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il n'y ait plus d'opticiens dans les années qui viennent. Ouais. Ça peut dire la confiance qu'il a dans le futur. Pour Musk, je pense que c'est différent. Et il y a certains sujets sur lesquels je vais être d'accord avec sa vision. Je pense qu'il y a une question d'humanité, mais pas que. Il y a une question de vie et de conscience. Donc, il est assez, enfin, pas obsessionnel, mais très concentré sur pourquoi la conscience. Comment ça se fait qu'on est capable, nous, les êtres humains, d'avoir développé cette conscience de soi, cette conscience de l'univers, de se poser des questions et d'avancer. Donc, lui, sa quête, c'est la préservation de la conscience. Et la préservation, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète et des peu de conversations que j'ai pu avoir. Et la logique de la préservation du vivant. Et qu'aujourd'hui, en fait, la seule... alors, ça, c'est un mélange de moi avec des échanges que j'ai pu avoir avec lui, mais c'est que la seule forme de vie consciente qu'on connaisse, c'est celle qui existe sur Terre. Et que c'est quand même compliqué d'avoir une planète qui est en fait aujourd'hui la seule dont on sait qu'elle est capable de créer cette conscience, parce que ça a été toute l'évolution de la vie. Et donc la logique de Mars, elle n'est pas tellement survivaliste pour Musk, elle est plus la logique de on peut pas prendre le risque de n'avoir qu'une planète qui, de toute façon, va exploser. Quand on regarde la vie du système solaire, on est au milieu de la vie de la Terre. 5 milliards d'années. Oui, mais le risque, moi, je pense que sa motivation, c'est que pour lui, il voit un risque civilisationnel. Donc, un risque de fin de civilisation qui va faire que tout ce qu'on a appris jusqu'à présent et tout notre savoir risque de disparaître. Donc, lui, c'est une réponse de peur. Donc, sa motivation, il y a une réponse de peur. C'est là où c'est très différent de ce qu'était avant. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent que c'est fichu sur Terre. Je suis pas tout à fait. Je pense pas qu'il pense ça. Je pense que lui, il s'inscrit dans un temps qui est encore plus long, où il se dit qu'en fait, de toute façon, d'un point de vue statistique, notre civilisation sera amenée à tomber et une autre à remonter, mais rien ne garantit qu'on réussisse à réatteindre ce niveau technologique qu'on a aujourd'hui, qui va nous permettre d'aller voyager dans l'espace. Donc, il accélère son processus d'emmener les fusées dans l'espace et d'emmener la vie, mais il s'inscrit dans un temps très long. Là où un Peter Thiel, je pense, est beaucoup plus survivaliste. Je pense que lui, il est moins. Mais au final, ça donne un peu la même chose, c'est-à-dire que ça vient d'une peur qui est la peur d'une fin de civilisation, d'une fin de monde, et qui du coup, voilà. Et du coup, c'est vrai que, alors, la peur peut être extrêmement motrice. Souvent, on va retrouver dans les entrepreneurs, dans les scientifiques, des blessures dans l'enfance qui donc ont forgé un caractère de grande résilience, qui font que, par des peurs, ils ont développé une énergie incroyable de faire des choses qui sont considérées comme impossibles. Donc la peur peut engendrer des choses positives, mais en même temps, il y a un côté négatif, c'est qu'en fait, elle a besoin du scénario catastrophe pour s'alimenter. Et c'est là que du coup, ça coince avec cette vision commune d'un futur positif qui n'arrive plus à passer parce qu'on a ce drive de l'innovation. Juste un petit mot sur le Collège des Bernardins avant de poursuivre ce débat. Les Bernardins sont un lieu de dialogue porté par la recherche, la formation, l'art et le débat. C'est aussi une association qui vit à 45% grâce à votre générosité. Afin de nous aider à porter cette mission d'une société plus à l'écoute des opinions de l'autre, nous vous invitons à devenir mécène des Bernardins en cliquant sur le lien en description. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver tous nos débats sur les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Barbara Belvisi, vous parlez d'éviter le scénario catastrophe, mais est-il rationnel d'investir des milliards dans la conquête de Mars quand ces ressources pourraient être allouées à l'adaptation au changement climatique? Le progrès scientifique ne rend-il pas aveugle aux transformations profondes qui doivent être opérées ici sur Terre dans nos sociétés et nos modes de vie? Alors, ce qu'on investit dans l'exploration spatiale par rapport à ce qu'on a investi sur la Terre, faut quand même un peu resituer. Je pense que l'investissement spatial égale l'investissement qui est fait par les grands groupes de cosmétiques dans l'innovation pour les produits de beauté. Donc, est-ce qu'on doit investir dans des nouvelles crèmes et des shampoings ou dans des fusées pour amener des satellites et regarder comment évolue le système solaire?
Je pense que moi, je suis très à l'aise avec investir dans le spatial. Et surtout, je pense qu'il faut absolument pas opposer. Il n'y a pas d'opposition entre la Terre et l'espace. C'est la même chose, en fait. On fait partie d'un grand tout et on a besoin de comprendre et il faut explorer. Il faut sortir de notre planète pour comprendre. Tous les mouvements environnementalistes qui sont créés dans les années 70 ont été une réponse à l'alunissage, au fait qu'on soit allé sur la Lune, qu'on ait pu voir cette magnifique planète bleue qui a l'air d'être complètement perdue dans cet univers complètement noir, qui brille, sur laquelle il y a de la vie. De loin, on voit pas les frontières et c'est absolument extraordinaire. C'est quand même merveilleux qu'on ait une planète qui soit aussi riche de vie, de biodiversité, la succession d'événements qui sont passés pour amener à la vie et aujourd'hui à ce qu'on a autour de nous. Enfin, c'est juste, c'est extraordinaire. En fait, on devrait tous passer notre vie à étudier ça. Et pour s'en rendre compte de ça, il a fallu quitter la Terre. Donc, l'exploration spatiale permet à l'homme de prendre aussi conscience de sa planète. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu mettre en place des satellites, qu'on a pu regarder notre planète, comprendre son climat. Et le fait de partir et d'aller voir Mars, Mars, il y a quand même pas mal de théories qui expliquent qu'en fait, la vie, et notamment l'eau sur Terre, serait probablement arrivée de Mars. Donc, il y a des échanges entre planètes. Enfin, ça fait partie de l'exploration, de la compréhension de la vie, d'aller dans l'espace, et il faut le faire. Et ça doit certainement pas être mis en opposition avec la préservation du vivant sur Terre. Bien au contraire, d'ailleurs, tous les scientifiques et les ingénieurs que je connais dans le spatial, tous les gens qui travaillent sur l'exploration spatiale sont des amoureux de la Terre, sont des amoureux du vivant. C'est pas du tout une opposition. Et ça serait, il faudrait qu'on arrive à trouver ce discours. Alors nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans la société. C'est pour ça que j'ai appelé la société interstellaire. Mais il ne faut pas les opposer. Mais moi, je suis évidemment pour la conquête spatiale, l'observation, la compréhension, évidemment. Il y a des télescopes spatiaux installés au point de Lagrange, à 1,5 million kilomètres de la Terre, le JWST, Euclide, qui font des trucs incroyables. Mais en fait, on vit dans un monde. Ce que j'appelle le monde, c'est la Terre avec son atmosphère. Le ciel tel qu'on le voit depuis la Terre. Ce monde, dans lequel nos enveloppes charnelles sont condamnées à vivre, même si on a pu aller sur la Lune, mais en gros, on reste là, quoi. Ce monde, et c'est ça qui a donné naissance à la physique moderne avec Galilée. Ce monde est une tromperie. C'est-à-dire que ce monde nous cache des lois physiques universelles. Parce qu'il est tellement spécial, ce monde, par rapport au reste de l'univers, qu'on croit qu'il contient les lois qui expliquent les phénomènes qu'on observe. Par exemple, si je fais tomber des corps de masse différentes dans ce monde, je vois que les plus lourds tombent plus vite que les plus légers. Ça, c'est ce que m'indique l'observation. Et ce sont des gens comme Galilée qui ont compris que si on était dans le vide, tous les corps, on les verrait tomber à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Donc, il n'y a pas eu besoin de sortir du monde pour comprendre les lois du monde. Ils ont compris des lois universelles en allant se faire voir ailleurs. Et munis de ces lois universelles, ils sont venus réinterroger les phénomènes qui se déroulent dans le monde. C'est pour ça que toutes les lois physiques qu'on apprend à l'école, et c'est encore pire avec la physique quantique ou la relativité, c'est des lois qui semblent absurdes tellement elles contredisent l'observation. Par exemple, le principe de relativité de Galilée, il dit « le mouvement est comme rien ». Quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. Quand vous êtes dans un train, il se passe la même chose que quand vous êtes à la gare. Si vous laissez tomber un objet, il tombe à vos pieds, comme si vous étiez à la gare. Et si le mouvement est comme rien, pourquoi on paye ses billets de train? Là, c'est des lois bizarres quand même. Et il y a la question maintenant, est-ce que en sortant du monde, physiquement, avec nos corps, on va mieux comprendre l'univers? Alors c'est possible. Pour Mars, il y a quand même des grands débats. Est-ce qu'on envoie des humains ou des robots? En gros. Et moi, je suis persuadé que sans doute on peut aller sur Mars. Mais dans quel état ils vont revenir, les gars? 6 mois de voyage, dans une capsule, ils vont se taper une éruption solaire, du rayonnement cosmique. Ils vont devoir attendre, je sais plus combien, c'est 1 an et demi avant de pouvoir rentrer. Il n'y aura personne pour les attendre. D'accord? Imaginez que vous preniez 2 alpinistes. Vous les montez au sommet de l'Everest. Vous les obligez à y passer 15 jours. Mais ils veulent y aller aussi. Quand ils reviennent, vous ne les reconnaissez plus. D'accord? Ils ont perdu tout le vernis d'humanité qu'ils ont pu forger dans leur vie, leur éducation. Autrement dit, nous sommes, à mon avis, c'est ce que disait Husserl dans un livre qui s'appelle La Terre ne se meut pas. Évidemment que la Terre se meut autour du Soleil. Mais par rapport à nous, qui sommes des êtres géocentrés, elle ne se meut pas. C'est-à-dire que on peut évidemment aller sur Mars, sans doute.
mais on sera plus des humains. C'est-à-dire qu'on est des terriens avant d'être des humains. Sur Mars, il n'y a pas la gravité qu'il y a sur Terre. Non. Vous passez Il y en a 3 un mois peu. sur Mars, vous imaginez vos La articulations? condition osseuse. Vous imaginez votre squelette qui va se dilater? Les gars qui vont dans l'ISS, quand ils rentrent, Ouais, ils ont un peu maigri, et puis il y a des problèmes ils ont plus que maigri, de... d'accord? Ils sont myopes, etc. Donc, on deviendra autre. Voilà. Oui. Donc, l'idée de Musk ou d'autres, qu'on va pouvoir transporter ce que nous avons d'humanité dans notre planète, ne semble pas du tout garantie. Et vous avez regardé le coût en énergie? D'aller là-haut? Ouais, bah, l'IA, hein, elle utilise un petit peu plus d'énergie. Et puis, L'IA, je veux dire, les data centers et tout ce qui va être mis en place. Est-ce que vous êtes sûr que l'IA va durer longtemps? Ouais, je pense. Avec l'énergie qu'elle réclame? Je pense, parce que du coup, ça va forcer un progrès sur la production d'énergie, à des innovations dessus. Lequel? Le nucléaire, je pense que c'est la solution. De toute façon, tout le monde le sait. L'uranium? Je sais, je m'y connais pas assez. Non, l'IA, c'est une consommation d'énergie complètement démente. Quand on dit, par exemple, que tel algorithme, AlphaGo, par exemple, a battu le champion du monde de Go, c'est vrai, il l'a battu. Donc la machine fait mieux que l'humain. Ouais. Mais quand on regarde les puissances, le cerveau humain, c'est 30 watts de puissance. 30 watts. D'accord? Qu'on soit champion du monde ou pas, c'est 30 watts. Pour un corps total qui consomme 100 watts, fourni par l'alimentation. AlphaGo et même d'autres machines d'IA, c'est des dizaines de mégawatts. ChatGPT, c'est des mégawatts. D'accord? Est-ce que vous pensez que on va pouvoir tenir longtemps comme ça? Je pense que c'est très compliqué. Je parle même pas des data centers. Hein. C'est très compliqué d'arrêter bah là, pour le coup, c'est vraiment le train qui est en marche. Et c'est un train qui suppose qu'il y ait de l'énergie pour l'alimenter. Mais pour moi, ce train de l'innovation technologique est aujourd'hui inarrêtable. Et dans les débats que je peux avoir avec des gens autour sur ce sujet-là, moi, je préfère être dans le train. Du coup, c'est pour ça que je travaille dans le monde de la haute technologie et de la deep tech depuis toujours, parce que j'ai envie de suivre et de comprendre ce qui se passe. Et je pense que il faut des personnes qui se posent ces questions-là. On va pas changer les lois physiques. Non, mais l'énergie. Non, mais ça, c'est important parce que. Le principe des lois physiques, c'est qu'elles évoluent au fur et à mesure des découvertes. Vous avez parlé tout à l'heure de production d'énergie. Et vous savez qu'aucun humain, personne n'a jamais produit d'énergie. L'énergie, elle se conserve. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas en produire. C'est un abus de langage qui fait croire que pour avoir de l'énergie, il suffit qu'il y ait des ingénieurs qui produisent de l'énergie. Non, la condition première pour avoir de l'énergie, c'est simple, c'est d'avoir de l'énergie. D'accord? L'énergie, elle est conservée. Donc, pour en avoir, il faut en avoir, et ensuite, on ne peut faire que deux choses. C'est la transformer, ou bien la transférer d'un système vers un autre. Mais vous ne pouvez pas produire de l'énergie, c'est impossible. Vous ne pouvez pas non plus en consommer. Quand vous mettez un litre de pétrole dans votre voiture, vous roulez, à la fin, le réservoir est vide. Est-ce que vous avez consommé de l'énergie? Non. À la fin, vous avez chauffé l'air, la route, les pneus, etc. Vous avez utilisé vos phares, énergie électrique, électromagnétique. Et à la fin, il y a autant d'énergie qu'au départ. Donc, ce que vous avez fait, c'est simplement pris de l'énergie sous une forme très concentrée, ordonnée, comme on dit, avec peu d'entropie, et vous l'avez transformée en entropie. D'accord? Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans ce type de discours, il y a un usage des termes qui viole les lois physiques. Or, comme disait un grand prix Nobel qui s'appelle Feynman, la nature ne peut pas être dupée. C'est-à-dire que si vous prononcez des discours dont le contenu viole les lois physiques, ce qu'il y a dans le discours n'a pas beaucoup de chances de se réaliser dans le réel. Oui. Après, les mots, c'est compliqué parfois. Mais ça les lois sur l'énergie, c'est quand même une vieille affaire. Hein. Non, ce que je voulais dire par rapport à... Pour moi, ce train de l'innovation avance. Ça, c'est sûr. Et on ne peut pas l'arrêter. Mais il peut s'arrêter tout seul. Et je pense que ce qui peut l'arrêter, c'est effectivement un risque civilisationnel très fort. Mais c'est pas avec des pancartes qu'on va arrêter ce train. Non, c'est pas des pancartes, donc, c'est le moteur. Par contre, être à l'intérieur et être avec
les machines qui le commandent et de pouvoir influencer ces machines pour prendre un virage plutôt que d'aller droit dans l'iceberg, ça, c'est des choses auxquelles je crois et je pense que des personnes comme nous, je peux mettre même, parce que je pense qu'on est bien intentionnés et avec beaucoup de bienveillance, on peut amener à essayer, voilà, d'aller dans un sens qui va faire que on va éviter d'aller se planter droit dans le mur. C'est un peu ça mon approche aujourd'hui. Barbara Belvisi, vous parlez du train de l'innovation, mais est-ce que sauver l'humanité, ce n'est pas d'abord la protéger de la maladie, l'éloigner de la mort, repousser ses propres limites biologiques? Est-ce que la technologie est une manière de nous sauver en améliorant nos capacités humaines? Je vais citer Laurent Alexandre dans un entretien au Monde en 2023. La neuro-augmentation, soit par l'IA, soit par voie génétique, va être une option considérée par la société. Qu'en pensez-vous? Oui, l'IA et l'humain augmenté. Je pense que alors à nouveau, va falloir voir ce que ça va donner, ce que ça va donner derrière. Mais déjà, quand on prend le problème du spatial, c'est qu'effectivement, les corps humains ont été designés pour vivre sur Terre. On est humain, enfin, on est surtout terrien et toute la vie qui existe sur Terre répond aux lois de la Terre et l'organisation de nos molécules, de nos atomes, etc. répond aux lois physiques de la Terre et pas aux lois qui sont en dehors, voilà, ne fonctionneront pas de la même manière en dehors de la Terre. Donc il y a la question de comment est-ce qu'on augmente l'humain à travers tout ce qui va être médecine, traitement, et donc vraiment au niveau par exemple de gérer les problèmes d'ossature qu'on va retrouver dans l'espace en assurant que le calcium puisse vraiment bien se poser, etc. Toutes les machines de sport qui sont aujourd'hui utilisées dans la salle de sport, c'est des machines de la NASA pour stimuler les muscles des astronautes là-haut. Donc la question va être, donc est-ce qu'on mêle ça à de la robotique? Est-ce qu'on vient rajouter des puces pour nous rendre plus élevés et amener l'intelligence artificielle et la mélanger avec la biologie? Ça, c'est certain que c'est des choses vers lesquelles on va. Encore à nouveau, attention, puisque la science-fiction nous alerte un peu sur les dangers de tout ça. Il n'y a pas eu encore de récits, en tout cas moi j'en connais pas de récits hyper positifs de cette intégration entre le vivant et entre l'humain et les machines. Après moi je reste optimiste, je pense que si justement la question, c'est la question de l'intention, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait, quel est l'objectif et quel est l'objectif de mélanger ça avec ça, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir. Cette question de l'intention pour moi est vachement importante. Mais oui, puis la robotique, les humanoïdes, ça arrive, c'est demain. Il y a quelques années, il y avait une société française que je connais très bien, Aldébaran Robotics, qui avait travaillé sur les premiers humanoïdes. Ils avaient réussi à faire des petits robots qui vendaient 20 000 euros. Ils étaient un petit peu tôt sur le marché par rapport à là où on en est aujourd'hui, puisque l'intelligence artificielle, en tout cas l'assemblage des microcontrôleurs avec les intelligences, les puissances de calcul, n'était pas au niveau à l'époque. Aujourd'hui, le sont. Il y a un avènement des robots humanoïdes qui est gigantesque. Faut savoir que toutes les sociétés américaines, que ça soit Boston, Figure, Tesla, travaillent sur une réduction du coût de production du robot pour avoir des robots qui coûtent 20 000 euros. Donc 20 000 euros, ça va être moins cher qu'une voiture en fait. Donc les gens vont effectivement s'acheter des robots humains pour avoir chez eux et ça va se passer. Et ça va se passer dans un temps extrêmement court. Moi, je le vois vraiment sur les 10-15 prochaines années, avènement de l'IA et en fait, les robots deviennent hyper accessibles. Et l'humain va chercher à s'augmenter, parce que comment on va faire avec une IA qui est de plus en plus capable de faire des choses et de remplacer l'humain? Voilà, il faut qu'on trouve notre place. Je pense que la question, c'est quelle est la place de l'humain dans tout ça et comment on arrive à organiser un monde. C'est une question très compliquée, et ça serait bien qu'on s'y attelle tous ensemble. Je sais pas, Non, mais si on prend un philosophe du Moyen-Âge, on l'amène dans notre monde, il découvre qu'on peut faire Paris-Bordeaux en 2 heures. Il va penser qu'on est sorti de l'humanité, qu'on est des espèces de volatiles dopés, qu'on est des post-humains ou des humains augmentés, je sais pas quel terme il prendra. Et donc, il y a, dans le processus d'évolution, grâce à la technique, une sorte d'augmentation, sinon de l'humain, du moins des performances de l'humain, des corps, etc. Des corps, d'ailleurs, je suis pas sûr, Je pense que Néandertal, en termes d'endurance physique, était plus fort que nous. Homo sapiens au début aussi. Et il y a plutôt une fragilité croissante des corps.
D'accord, on est moins musclé qu'avant, on est moins actif physiquement qu'avant. On vit plus longtemps. Et on vit plus longtemps, mais grâce à toutes sortes d'assistances qui augmentent l'espérance de vie, évidemment. L'espérance de vie en bonne santé, moins que l'espérance de vie tout court. D'accord? Donc, c'est pas flagrant. C'est-à-dire que l'âge, la longévité maximale, elle augmente pas. Il y a des gens au Moyen-Âge qui mouraient centenaires. Là, ce qui change, c'est qu'il y a plus de gens qui s'approchent de cet âge, mais la longévité maximale, elle n'a pas vraiment été augmentée. D'autre part, il y a le rapport entre l'espérance de vie et l'intensité de la vie, quoi. Est-ce que le fait de savoir qu'on va vivre plus longtemps augmente notre rapport au présent et dope notre élan vital? Ça, c'est une question ouverte, hein. Je pense que, comme le disait Blaise Pascal, c'est pas forcément, enfin, ajouter de la vie aux années ou des années à la vie, c'est pas la même chose, quoi. Et derrière ce discours, il y a l'espérance de l'immortalité, quoi. Et vous voyez bien que augmenter l'espérance de vie, c'est pas la même chose que garantir l'immortalité. D'ailleurs, imaginons, expérience de pensée. Imaginons qu'avec des robots, toutes sortes de thérapies techniques, d'hybridation des corps, on arrive au sein de l'espèce humaine à fabriquer des gens immortels. Première question. Comment ils vont le savoir? Sachant qu'on a vu que des humains mortels, comment savoir que dans l'espèce humaine pourraient advenir des êtres immortels? Pour le vérifier, il va falloir attendre très longtemps. Donc en fait, ils ne le sauront pas. Admettons qu'ils le sachent. Ils savent qu'ils sont immortels. Comment ils vont vivre? D'abord, est-ce qu'on va augmenter la durée de la vieillesse? Ou est-ce qu'on va augmenter aussi la durée de la jeunesse? Ouais. C'est le mythe de Titon, vous savez. Titon, c'est un amant de je sais plus quelle déesse grecque, et elle demande à Zeus de le rendre immortel. Zeus dit bah d'accord, sauf qu'elle a oublié de préciser qu'elle voulait le garder jeune. En fait, il passe son temps à vieillir et à entrer en déliquescence. Et là, elle arrête, quoi. Et là, il faut être précis, d'accord? Il faut être précis. Et si vous savez que vous êtes immortel, alors vous sortez plus de votre chambre, quoi. Parce que le moindre accident pourrait vous faire perdre votre immortalité, ce qui serait plus grave que vous de faire perdre la vie. Aujourd'hui, les gens ne meurent plus quasiment de maladies infectieuses. Ils meurent de trucs comme le cancer, etc. Et il y a même des gens qui pronostiquent que si on arrivait à guérir ces maladies, la première cause de mortalité de l'humanité, ce serait le suicide. D'accord? D'accord? Donc, derrière cette idée de l'augmentation éperdue de la longévité, quel est le projet, quoi? Quel est le projet? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Et quel est le coût de cette hybridation? Est-ce que c'est la marque de notre insuffisance? Est-ce que c'est le symptôme d'un mépris de soi? Est-ce que c'est un culte de la performance? Est-ce que c'est de l'hubris? Est-ce que c'est l'abandon d'une forme d'humilité existentielle qui fait accepter certaines choses? Et puis, est-ce que c'est pas l'obsession finalement de la prévention contre toute forme de symptômes qui pourraient nous menacer? Est-ce que le sentiment du risque, c'est pas ce qui donne du sel à l'existence? Voilà des choses que je pose comme question. Moi, j'ai pas la réponse, mais moi, j'ai appris du vélo, par exemple, à faire du vélo sans casque, sans genouillère, sans airbag, hein. Et un bon gadin, ça m'a appris la loi de la chute des corps. Et donc, j'ai pris des risques pour apprendre le vélo. Et ces risques, en s'y confrontant, deviennent en fait très pédagogiques. Moi, j'habite à côté d'un parc. Je vois des enfants qui apprennent à faire du vélo, mais ils sont bardés comme des commandos, des forces spéciales, quoi. Et je me demande si c'est pas quelque chose de profondément morbide, en fait. Ce souci d'être préservé, d'être protégé, d'être à l'abri. Est-ce que c'est pas contradictoire avec la simple pulsion de vie? Donc, si le but, c'est simplement de répandre la vie partout, la vie au sens de la bio, quoi, il y a du vivant. Mais le vivant sur la vraie vie, moi, ça m'intéresse pas outre mesure. Et d'autre part, ces projets de colonisation de l'espace, ils concernent le système solaire.
Me dites pas que vous espérez qu'on va aller sur une exoplanète. On va voir. Attendez, la première, elle a 40 000 années-lumière. Il prend des millions d'années pour y aller. Faut arrêter ce truc. Ça, c'est de la légende. Ça, franchement, c'est prendre les gens pour des billes. Il y a des gens sérieux qui travaillent sur des... Non, là, on prend les gens pour des billes. C'est-à-dire, on leur fait croire qu'il y a une planète B accessible. Non, la planète Terre, elle est peut-être unique. J'en sais rien. Alors, toutes les exoplanètes qu'on découvre sont toutes singulières. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on imaginait il y a seulement 10 ans, on s'aperçoit qu'elles sont toutes différentes. Il y a une ultra-diversité des exoplanètes. Et il se peut, du coup, parce qu'avant, il y avait la formule de Drake que vous connaissez, les gens disaient, plus il y a d'exoplanètes, plus la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs est grande. C'est même pas sûr. Il y a une telle diversité que la probabilité qu'il n'y ait aucune planète qui ressemble à la Terre est non nulle. Et donc, la planète Terre, c'est peut-être un endroit très spécial. Et l'exoplanète la plus proche, je l'ai dit, elle a des milliers d'années-lumière. On n'ira pas. C'est faire croire aux gens qu'on va pouvoir y embarquer des gens qui vont se reproduire à la bonne cadence, échapper aux rayonnements cosmiques et aux effets cancérigènes qu'ils ont. Ils vont arriver en bonne santé dans un endroit... c'est absurde, quoi. Vous ne pouvez pas le promettre. Non, je le promets pas. Ça, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Je promets pas, mais je suis... alors après, là, là, on vient sur c'est mes propres croyances et ce qui va m'animer à l'intérieur de moi, c'est que même la démarche que j'ai par rapport à l'entreprise, la petite société, la start-up qu'on a, c'est animé en fait par quelque chose qui est, en fait, j'ai envie. C'est comme si je me sentais portée par une énergie qui est... Alors ça peut vraiment être de la croyance. C'est moi qui me raconte des histoires et une foi ou quelque chose. Mais je suis portée par quelque chose qui me dit que le vivant, quelque part, utilise l'homme pour essayer de sortir. Et que le vivant, par nature, se répand. Et que du coup, moi, dans l'histoire que je me raconte, c'est que si nous, on sait que le soleil va exploser, la Terre ou le vivant, qui est tout interconnecté, on a conscience, puisque nous-mêmes, on en a conscience. Du coup, est-ce que cette démarche d'exploration spatiale n'est pas au final la vie sur Terre qui, à travers l'être humain, cherche un véhicule pour chercher à se répandre, plutôt que d'attendre une météorite? Pourquoi vous parlez du soleil? Avant même le soleil, on sait que l'explosion du soleil... on sait qu'avant, ça va disparaître. Mais avant, parce que justement... il y a des articles qui sortent sur le fait que les continents vont se rapprocher, ça sera une hyperplongée, et donc on aura des territoires extrêmement secs, sans pluie, etc. Et la température va augmenter, puisque l'activité solaire va augmenter. Donc c'est pas la peine d'attendre des milliards d'années pour voir que la vie deviendra impossible sur Terre. Voilà. Donc moi, ce qui me paraît bizarre, c'est de mettre en avant l'idée de vivant plutôt que la vie. Voilà. Quand on parle du vivant plutôt que de la vie, ça veut dire qu'on se contente d'une vie bactérienne, par exemple, qui est pas super intéressante, et qui nous distingue complètement de ce qu'est la vie sur Terre, comme vous l'avez décrite, avec la biodiversité énorme qui est la nôtre. Et vous voyez, il y a des problèmes tout simples pour les voyages spatiaux à très long terme. Regardez ce qui se passe dans une base de l'Antarctique, là. Il y a des climatologues, ils sont en détresse parce qu'il y en a un qui pète les plombs. Il faut évacuer le truc, il y a du harcèlement moral. Ils sont 5 enfermés. Je vous imagine une capsule qui va sur Mars, donc simplement Mars, 6 mois de voyage. Quand il y a une éruption solaire, il faut les mettre dans un caisson blindé. Quelles vont être leurs relations? Mais c'est pas grave, les explorateurs, quand ils ont pris les bateaux, ils en savaient rien, et puis il y a des catastrophes. Mais je pense que moi, je suis curieuse, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir. Barbara Belvisi, vous avez parlé d'Elon Musk. Est-ce que pour vous, l'essor du New Space et l'arrivée d'acteurs privés comme SpaceX ou Blue Origin sont une opportunité ou une menace pour la science? Est-ce qu'on peut encore parler de recherche scientifique quand les intérêts commerciaux dictent les découvertes? Moi, je suis très contente que le programme spatial a pu reprendre grâce à l'avènement de sociétés privées. En fait, il y a plus de 50 ans qu'on n'est pas retourné sur la Lune parce que les agendas politiques et le fait que le programme spatial était intégralement financé par les États a fait que toute cette quête de l'espace a été arrêtée, en fait. Et ça a été l'avènement, et c'est la réalité, hein, c'est que Elon Musk, ensuite après Jeff Bezos, ont mis leur argent personnel
parce qu'ils sont extrêmement inspirés par cette quête spatiale pour pouvoir relancer la machine, et parce que ils sont fascinés par l'exploration des étoiles. Donc c'est génial, et Dieu merci. Enfin, pardon. Excusez-moi, mais on n'explore pas les étoiles. Pardon Non, pour mes mots, pour mon choix de mots. On les explore pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même d'une tristesse de dire qu'on n'allait pas retourner sur la Lune, qu'on n'allait pas aller sur Mars, qu'on a pu envoyer le télescope Webb. C'est grâce au fait qu'il y ait eu des privés qui sont mis pour financer des machines, parce que la NASA n'est nulle part, le programme spatial français non plus. Enfin voilà, Ariane fait des fusées qui sont pas réutilisables. Il y a deux choses à distinguer, si vous voulez. Moi, je suis d'accord pour le programme spatial que vous décrivez, mais je suis sceptique vis-à-vis de la théologie qu'on lui associe, quoi. C'est-à-dire, on parle d'exploration, par exemple, des étoiles. Vous connaissez cette anecdote avec, je ne sais plus quel président russe à une certaine époque. Il dit, les Américains sont allés sur la Lune, nous on va aller sur le Soleil. Et on lui dit, non, si on va sur le Soleil, le vaisseau va crever. Et il dit, c'est pas grave, on ira de nuit. Moi, c'est drôle. C'est une blague. Ouais, c'est drôle. C'est une blague, évidemment. Mais voilà, je pense qu'il y a une façon de présenter ce projet qui permet de ne pas s'interroger sur ce qu'on doit faire sur Terre. C'est-à-dire, on décale les problèmes en présentant une espèce d'horizon projectif qui est en fait implicitement un abandon de l'humanité. Mais moi, je fais pas partie de cette équipe-là. Oui, mais moi, j'ai lu les et on est plusieurs à pas être comme Musk, ça, etc. C'est vraiment ça, quoi. Non. C'est quand même, en tout cas, c'est l'idée qu'il y a une hiérarchie des humains. Il y a une hiérarchie chez les humains. Il y a ceux qui méritent de s'en sortir, d'être envoyés ailleurs. Et il y a ceux qui sont... Je suis pas d'accord. Moi, je connais une société incroyable qui s'appelle Space for Humanity, et ils travaillent avec Jeff Bezos et avec SpaceX. Et leur mission, c'est de rendre l'accès à l'espace à tout le monde. Et je connais personnellement les gens qui travaillent derrière, et c'est hyper beau ce qu'ils font. Ça veut dire quoi, rendre l'espace accessible? Mais ça veut dire qu'ils sont allés... des voyages? Proposer des voyages, faire des rencontres avec des astronautes, ramener des physiciens et des astrophysiciens et discuter avec des enfants. Mais pas pour 8 milliards de gens. Mais il faut bien commencer quelque part, et commencer par aller faire de l'éducation avec les enfants. Enfin, quand on voit, moi je sais ce qui m'a permis de tenir enfant et de traverser des choses très difficiles. C'est aussi ce rêve. C'est un rêve qui est magique. Moi, je trouve que la conquête spatiale, alors j'aime pas ce mot conquête, mais que l'exploration spatiale, que vous aimez pas. Mais là-dessus, on est d'accord. Mais est quelque chose qui peut rassembler l'humanité vers un projet commun, et qui est hyper beau, et qui peut être très joli et très inspirant. Il faut le rendre accessible. D'accord, mais moi, c'est un problème de vocabulaire. Je crois que c'est ça qui nous distingue. Moi, je suis un peu dyslexique. J'interdis pas aux gens de rêver. Le rêve, c'est autorisé. Je dis simplement que transformer un rêve en une expérience de pensée, c'est déjà un travail. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dans ce rêve est accessible ou pas? Ça suppose de vraiment travailler à ce qu'implique ce rêve en tant qu'expérience de pensée. Et ensuite, il y a la deuxième étape qui est encore plus difficile, c'est comment convertir cette expérience de pensée en une expérience tout court. Et évidemment, moi, quand quelqu'un dit, comme vous dites, je rêve, je respecte. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de vendre, entre guillemets, un rêve personnel comme un projet de société? C'est là que moi, je tique très, très... Pardon. On a parlé du progrès tout à l'heure. Faisons-nous une expérience de pensée. Imaginons que les grands pères fondateurs de l'idée de progrès, 18e siècle, pour l'essentiel des Français, Condorcet, d'Alembert, Diderot, etc. Le verbe progresser, il existait avant. Mais c'était un terme, ça va vous plaire, c'était un terme spatial. Progresser, ça voulait dire avancer dans l'espace. Quand on disait l'espace sur Terre, quand on disait une armée progresse, on voulait dire qu'elle avançait, on voulait pas dire qu'elle améliorait la qualité de son matériel. Et ces philosophes ont pensé le progrès comme un truc temporel. On peut avancer non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. On peut progresser dans le temps. C'est ça l'idée de progrès. Maintenant, prenez-les, mettez-les dans un vaisseau, là. Capsule temporelle. Donc, ils partent du XVIIIe siècle, ils arrivent en 2025 chez nous. Et vous leur montrez le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et vous essayez d'imaginer, en fonction de telle ou telle
site que vous leur montrez, quelle serait leur réaction. Et là, vous verrez ce qui va pas. Il y a des choses qu'on a faites qui vont bien au-delà de ce qu'ils avaient espéré. Par exemple, vous emmenez d'Alembert suivre un cours de mathématiques ou une classe de terminale, il va être scotché. D'abord, il va apprendre des mathématiques qu'il ne connaissait pas. Il va voir que l'enseignement est obligatoire, ce qu'il n'avait pas imaginé. Il va être scotché. Et puis, vous lui dites qu'on est allé sur la Lune. Il va être impressionné. Et puis, vous le promenez ensuite un soir d'hiver dans les rues parisiennes. Il voit qu'il y a des gens qui dorment dehors. Il dit, c'est quoi ça? Comment vous pouvez aller sur la Lune avec des gens qui dorment dans la rue en hiver? C'est quoi le truc? C'est quoi ils vont être en dissonance cognitive. Et ça, je pense qu'il y a cette ambivalence dans le projet de certaines start-up américaines. C'est une sorte de dissonance. C'est-à-dire que il y a l'idée d'un sauvetage, en fait, beaucoup plus que d'un salut. Il faut sauver des humains beaucoup plus que s'occuper de l'humanité. Moi, je suis d'accord avec vous que la conquête spatiale, l'observation, permet d'avoir des informations sur la Terre qui vont aider l'humanité à se projeter dans l'avenir. Mais présenter son salut comme étant finalement l'organisation d'une fuite, ça me paraît déresponsabilisant. Je suis d'accord. Moi, je suis pas pour la fuite. Non, mais mais c'est pas facile à. Ça a des allures de sauf qui peut, quoi. Bah oui, mais moi, et pourtant, je fais partie et on travaille dessus sur les différentes missions. On a plein de missions. Il y en a une qui est hyper jolie, c'est la mission Petit Prince. On travaille sur une petite serre qu'on va emmener sur la Lune et après sur Mars avec un objectif de créer quelque chose d'émotionnel, en fait, de créer une émotion, parce que Le Petit Prince, c'est un livre le plus lu au monde après la Bible, et le plus traduit dans 600 langues. Et donc, du coup, j'essaye. Donc, moi, je fais partie de je travaille avec ces gens qui aujourd'hui développent ces fusées, tous ces systèmes qui vont... Je me reconnais pas du tout dans ce discours de fuite et de quitter la planète. Oui, mais non, pardon. J'insiste sur le fait que la science, par son prolongement de science-fiction, elle appelle à rêver. Mais la science, elle vous dit aussi ce qui est impossible. Un principe de science, un principe physique par exemple, c'est un principe qui vous dit ce que vous ne pouvez pas espérer faire. Et donc, il y a des scénarios associés au rêve, dont certains sont envisageables, d'autres, en fait, non. Et le fait de faire croire que le progrès de la connaissance va être tel que dans le futur, on va violer les lois physiques qu'on connaît, me semble irresponsable. Autrement dit, je pense que si on veut redonner du sens à l'idée de progrès, il faut redéfinir collectivement ce que nous voulons, collectivement, en tenant compte de ce que nous savons. Et non pas en espérant que ce que nous savons va devenir faux. Voilà. Et il y a quand même des connaissances qui sont d'une stabilité telle qu'on ne peut pas parier sur le fait qu'elles seront un jour contestées ou démenties. Et je trouve qu'on joue trop avec l'idée que finalement, la science ouvre tous les possibles et donc autorise tous les rêves, alors même qu'en réalité, elle ferme des portes. Elle ferme des portes en disant « ça, c'est pas possible ». Ça, c'est interdit. Ça, vous pourrez pas. Et on fait comme si ces barrières qui sont solides étaient poreuses et que un jour, voilà. C'est ça que je reproche à ce type de discours. C'est une espèce de conversion facile du rêve en projet. Le rêve. Moi, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment le rêve le rêve d'enfance, et de la passion pour les plantes et l'espace, de faire ces petites serres, d'amener la vie ailleurs et de la préserver. Je suis totalement, en fait, dans de transformer la science-fiction en science fact et de le construire. Alors, c'est beaucoup de travail. Je suis pas toute seule. Il y a toute une équipe d'ingénieurs, de scientifiques qui travaillent. Et ça demande beaucoup de travail de transformer une vision, quelque chose qu'on a, une image. Moi, j'ai cette image en tête
de vers et de plantes qui poussent sur la Lune, après sur Mars. C'est vraiment un visuel qu'on n'a jamais vu. Et du coup, là, on s'affaire à faire ça. Donc là, on est vraiment dans comment on passe le vrai dans cette réalité, dans ce monde dans lequel on vit, avec... Et je comprends et je suis d'accord de dire qu'en fait, de donner l'illusion de derrière, on va pouvoir reconstruire des mondes et aller sur les exoplanètes, c'est aussi quelque chose de dangereux. On retombe en fait un peu dans les pendants de ce qu'on peut reprocher à la religion, qui est de faire croire à des choses qui scientifiquement ne... Voilà. Après, la question pour moi, elle se pose encore de savoir comment est-ce qu'on arrive à inspirer l'être humain et puis à lui donner une joie de vivre et ce projet commun. Et moi, ce que j'essaye de faire en faisant en sorte de transformer un rêve en réalité et d'arriver alors, ce qu'on essaye de faire de faire pousser des roses sur la Lune, c'est qu'en fait, tout le monde regarde la Lune et puis se dit, ah mince, ouais, le Petit Prince, je connais. Et oui, là, il y a une rose qui pousse sur la Lune et d'avoir cette image d'une fleur qui est hyper fragile, qui est vraiment, c'est très compliqué, même sur Terre, d'arriver aux fleurs. Une fleur qui fleurit dans un univers contrôlé dans lequel on a essayé de recréer les conditions de la biosphère terrestre, voilà, dans un petit laps de temps pour que la plante elle vive et qu'elle puisse fleurir sur sur cet astre qui est absolument invivable où il fait hyper chaud, hyper froid, il n'y a pas d'atmosphère, rien du tout. Et derrière en background d'avoir l'image de la Terre bleue qui, voilà, moi c'est ça que j'essaye de faire pour provoquer quelque chose. Et je sais pas exactement ce que je veux provoquer derrière, mais enfin j'en ai une idée, mais c'est d'abord de comprendre que l'espace, c'est pas l'exploration spatiale, c'est quelque chose qui peut inspirer, qui peut nous souder. Peut-être aussi à travers cette rose, c'est ce message de paix et d'amour, parce que la rose, c'est une fleur très symbolique dans toutes les sociétés. D'amener du rêve, de le rendre réel. Voilà. Et après, derrière, qu'est-ce que ça fait? Ce que j'aimerais, c'est que ça crée une reconnexion au vivant aussi. On se dit, mon Dieu, mais c'est incroyable. Alors, ça va créer des débats. Alors, je vais me faire alpaguer dans tous les sens. Mais pourquoi on met des millions pour envoyer des roses sur la planète Terre alors qu'on perd la biodiversité? Et je suis moi-même une grande défenseuse de la biodiversité. Mais parfois, je me dis que c'est des actes un peu comme ça qui mélangent la science et quelque chose d'artistique. En fait, quelque chose qui va créer de l'émotion. Moi, j'applaudis à ça. Encore une fois, je soutiens, j'applaudis à ce type d'expérience, mais les décrire comme chose qui va inspirer l'humanité, je trouve que c'est un excès verbal, si vous voulez. Il faut quand même pas exagérer. D'autre part, le rêve est une dimension évidemment essentielle de la vie de l'esprit, du sentiment d'exister, de la projection dans le futur. Aucun problème avec ça. Simplement, il faut pas que le rêve retire de son importance à la dimension du combat. C'est-à-dire qu'il y a des combats à mener sur Terre. Et combattre, ça donne du sens à la vie. D'accord ? Il n'y a pas que le rêve inspirant qui motive pour ses actions. Il y a aussi la lutte. La lutte pour, je sais pas, chacun peut définir son objet de lutte en quelque sorte. Mais le rêve a tendance à, par définition même, à nous éloigner du réel et des questions qu'il faut y résoudre. Voilà. Alors, pour moi, les questions qu'il faut résoudre sur Terre demandent que beaucoup dans l'humanité combattent. Voilà. Et il faut pas que ce rêve fasse diversion à l'obligation du combat. Étienne Klein, vous parlez de combat à mener, de confiance en la science, mais on a vu qu'en 2024, 30% des Français se déclarent climato-sceptiques, selon le 25e baromètre des représentations sociales du changement climatique publié par ADEME en octobre 2024, alors qu'ils étaient seulement 23% en 2019, selon un sondage réalisé par OpinionWay pour primenergie.fr. Comment la science peut nous aider à affronter les crises, alors qu'on voit qu'une partie de la population conteste les rapports scientifiques? Cette défiance est-elle liée à un problème de vulgarisation, ou est-ce qu'elle reflète plus largement une remise en cause de l'autorité scientifique? Écoutez, là, la question que vous posez, elle est dramatique, en fait. Parce que les gens aient confiance ou pas dans la science, dès lors qu'ils ne savent pas ce qu'elle dit, ce qu'elle découvre, et quelles sont les connaissances qu'elle met au jour, ça veut dire qu'on demande aux gens un acte de foi, ou de confiance, sans que l'objet de cette confiance soit vraiment connu par les gens qui ont confiance. En fait, la réponse à votre question, elle se trouve dans un livre écrit il y a très longtemps par un certain Thomas Hobbes, qui s'appelle Le Léviathan, dans lequel il dit, mais écoutez,
il y a des vérités qui sont jamais contredites. Les gens se font la guerre pour discuter de ce qu'est le juste et l'injuste. Ils se font la guerre par la plume et par l'épée. Qu'est-ce qu'est le bien? On se bat pour ça. Par contre, il y a des vérités de science qui sont absolument pas contestées. C'est les vérités qui ne menacent le pouvoir de personne et les intérêts de quiconque. Par exemple, le théorème de Pythagore. Il n'y a pas eu de guerre, hein. En fait, on s'en fout. Ça ne menace les intérêts de personne. Si on prend des exemples récents, la découverte du boson de Higgs en 2012, petite particule incroyable qui explique l'origine de la masse des particules élémentaires. Est-ce que vous avez vu en librairie des livres intitulés « Ma vérité sur le boson de Higgs » ? Quand on a découvert les ondes gravitationnelles prédites par Einstein il y a un siècle, on les a découvertes en 2016. Est-ce que quelqu'un a contesté qu'il s'agissait d'ondes gravitationnelles? Non. Parce qu'en fait, on s'en fout. Hein, on n'est pas passionné par ces choses-là. Parce qu'elles sont tellement fondamentales qu'elles nous laissent indifférents. En revanche, quand les scientifiques mettent en avant des résultats scientifiques qui dérangent, ça veut dire qu'ils obligent à ce que nous changions nos façons de nous comporter, nos modes de vie, mais aussi nos façons de penser. La notion de nature. Alors là, on est capable de trouver toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. On le sait, mais on n'y croit pas. Ce que disent les climatologues, aujourd'hui, c'est ce qu'ils disaient il y a 40 ans. On a inventé l'idée que la science est le doute. On attend de voir. Et voilà, et on se retrouve maintenant dans un truc qu'on appelle l'urgence climatique. Mais il n'y a pas d'urgence. On disait la même chose il y a 40 ans. Par contre, on a laissé des tribunes libres à des gens qui ne connaissaient pas le sujet, mais qui disaient exactement ce qu'on avait envie d'entendre. Voilà. Et donc, voilà. Est-ce que c'est un problème de vulgarisation? Je sais pas, je pense que c'est plutôt un problème de cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau a tendance à déclarer vraies les informations dont il aime l'idée qu'elles soient vraies. Voilà. Et il y a aujourd'hui ce que j'appelle moi une concaténation entre la vérité et la liberté. C'est-à-dire que chaque individu, devant le tsunami d'informations contradictoires qui nous assaille, chaque individu se sent libre de déclarer ce qui pour lui est vrai. Voilà, il est libre. Il peut dire que la Terre est plate. Moi, par exemple, si j'écris un livre expliquant que la Terre est plate, je suis sûr que je vais vendre. Si j'écris un livre expliquant que la vraie formule de la relativité, c'est pas E égale MC2, mais c'est E égale MC3, je vais vendre. Si je t'écris un livre expliquant que la science prouve Dieu, je vais vendre. L'horloge tourne. J'ai une dernière question pour vous. Barbara Belvisi, les grandes puissances investissent massivement pour garantir leur domination technologique et économique. Je pense notamment aux États-Unis avec leurs dépenses en R&D, la Chine. Est-ce que cette course effrénée n'empêche-t-elle pas la science de prendre le recul nécessaire pour comprendre les implications philosophiques et sociétales de ce qui se développe ? Je pensais aux mots du physicien Denis Gabor, qui a remporté le prix Nobel de physique en 1971 et qui disait « Tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé quoi qu'il en coûte moralement ». Comment l'éthique pourrait-elle contraindre la science aujourd'hui et qui en serait le garant ? Je pense que l'éthique vient... pour moi, l'expérience que j'ai dans la science, c'est de travailler beaucoup avec des entrepreneurs et des sociétés, donc le monde privé, un peu avec le monde de la recherche et j'espère encore plus. Pour moi, l'éthique vient de l'éthique même des porteurs de projets. Et malheureusement, peut-être qu'il faut aussi des garde-fous en plus parce que c'est pas suffisant juste de compter sur la nature humaine et sur les valeurs propres de chacun des scientifiques ou des chercheurs ou des innovateurs pour garantir pour garantir le bien commun. Après, quand on dit qu'il y a énormément d'argent qui sont dépensés en R&D par les États, etc., c'est très bien parce qu'au final, l'argent, il va où ? Moi, je peux vous dire, en France, quand on a la BPI qui vient financer des entrepreneurs et tout ce qui est les nouvelles technologies, l'argent, il va dans des entreprises comme la nôtre, comme d'autres entreprises qui cherchent à faire des choses. Donc, moi, je suis très positive sur l'investissement en recherche et développement et je pense que les budgets doivent être de plus
en plus conséquent pour financer de plus en plus de talents qui ont envie de découvrir et de faire des choses. La question, c'est toujours cette question de l'intention. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, quoi? Quel est l'objectif? Est-ce que pour moi, il faut pas la science, la technologie et l'argent sont des outils pour atteindre un objectif. Donc la question, elle est quel est l'objectif commun qu'on se donne et qu'est-ce qu'on veut faire? Et les trois, donc science, technologie et argent, ne doivent pas être la finalité. Quand ça devient la finalité, je pense que ça devient dangereux parce qu'en fait, l'outil devient l'objectif. Et que du coup, là, on a une perte totale de valeur puisque la notion de valeur et d'objectif commun qu'on veut avoir n'existe plus dans cette course-là. Donc l'enjeu pour moi, il est vraiment de définir quelle est l'intention, quel est l'objectif de ce qu'on veut faire, comment la science, la technologie et le financement viennent nous permettre d'avancer vers cette construction commune qu'on essaye d'avoir. Donc c'est la redéfinition d'un projet de société et voilà, c'est des questions qui sont vraiment pas faciles pas facile à répondre. En tout cas, j'ai pas du tout la réponse. Mais j'ai une nature très optimiste, donc dans mon quotidien et dans les gens avec qui je m'entoure, on va essayer en fait d'utiliser les outils qui nous sont donnés pour arriver à un bel objectif. Après, moi, j'ai une vision du futur que je voulais partager aussi. Est-ce que j'aime bien rêver à ce que ça donnerait plus tard, voilà, avec tout ce qui va se passer. Et qu'est-ce que vont faire les êtres humains quand il y aura de l'IA partout et que tous les des cols bleus aux cols blancs, tous les boulots seront remplacés par des robots et des machines très performantes. Et moi, je pense que les hommes, ils doivent tous devenir, pas tous, mais une grande majorité scientifique. Et là, c'est vous recitez du Jean Perrin, quoi. Jean Perrin, quand il a créé le Palais de la Découverte, il a dit ça. Il a dit, dans quelques décades, alors il a confondu décades et décennies, c'est en 1936, hein. Dans quelques décennies, les humains ne travailleront plus que 20 heures par jour. Et qu'est-ce qu'ils feront pendant leur loisir? De l'art et de la science. Ils s'intéresseront à la science. Ouais. Voilà ce que dit Jean Perrin en 1936. Ouais. C'est évidemment tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que plus personne ne s'intéresse à la science, personne ne sait en quoi elle consiste, et nous passons notre temps en loisir à disperser notre attention, à être victime d'une sorte d'entropie chronodispersive avec les écrans. Autrement dit, cette idée que les gens vont s'intéresser à la science. Excusez-moi, mais c'est une grande naïveté. Vous-même, vous dites que ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est la technologie. Non, c'est pas vrai. Non, je suis une grande passionnée. Je peux passer des heures un samedi après-midi à regarder les oiseaux et les plantes. Regardez qui écoute. Qu'est-ce que le public écoute le soir à la télévision quand il rentre chez soi? Ah, mais ça, je sais. Voilà. Mais moi, c'est moi. Je vais pas donner de nom, mais vous voyez que c'est pas les émissions scientifiques qui remportent qui sont les plus regardés. Et pourquoi c'est tous les bonimenteurs qui remportent le marché. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas moi, c'est fait vraiment. Moi, je rêve d'avoir la radio le matin qui me raconte tout ce qui se passe sur la planète, mais d'un point de vue positif, d'un point de vue climat, des espèces, des trucs, moi, je rêve de ce monde-là. Mais ça existe. Vous pouvez avoir ces informations. Bien sûr. Mais c'est pas des informations qui fédèrent. Mais je pense que est-ce qu'il serait pas temps, alors c'est un peu, mais qu'on arrive, et je pense que c'est en train de se faire, moi. Hein, je pense quand même que on voit la montée les discussions au sujet du vivant, de la nature, de la biodiversité. Ça monte. Et en fait, ça serait quand même. Alors, je vais pas du tout utiliser les bons mots, vous allez pas aimer mes mots, mais ça serait super chouette et vraiment important. Moi, je pense qu'on redonne à la science, à la curiosité du vivant et de se poser ces questions, etc., une place prépondérante dans les loisirs de l'être humain. Alors, pour ça, le problème, c'est qu'on a à se batailler avec des choses qui sont quand même beaucoup moins, d'un point de vue, on va dire, l'élévation de la conscience, qu'on est beaucoup sur des énergies beaucoup plus basses. Mais ça serait génial que les gens viennent passer leur après-midi à parler des plantes, à regarder les animaux. Ce serait génial, mais c'est pas le cas. Et si on lui redonnait un peu de sexitude à tout ça, quoi. Moi, je pense que c'est ce qu'on fait, là, la désinformation est plus séduisante. Regardez, je vais pas donner de nom encore une fois, mais les émissions qui invitent des gens qui disent à peu près n'importe quoi, sans argumenter, avec des arguments d'autorité, remportent la mise. Donc, il faut interroger ça, si vous voulez. On peut pas avoir une conception naïve de l'humanité parce que cette naïveté a été dénoncée par les faits. Et donc, on doit combattre, je reviens sur le verbe, combattre ça. Et ça se fait sans doute en partie par le rêve, mais pas que par le rêve. Alors, vous parlez d'éthique, mais vous en parlez comme d'une sorte de supplément d'âme. Or, prenons l'exemple de l'IA. L'IA ne sait pas distinguer le vrai du faux.
D'accord? Si elle produit un texte faux, s'il n'y a pas un humain qui vient lui dire que c'est faux, elle sait pas que c'est faux. Elle est incapable de discernement. Voilà. Où est-ce qu'on met l'éthique là-dedans? Est-ce qu'on la met en amont, au niveau des algorithmes? Mmh. La technologie, quand elle est vraiment innovante, nous, les humains, on n'est pas capable de dire comment les humains vont se servir de cette technologie. Donc, on sait ce qu'on fait, mais on ne sait pas ce que va faire ce qu'on fait. D'accord? Donc, on peut pas miser sur la responsabilité ou la bien-pensance des innovateurs. C'est pas d'eux que ça dépend, en fait. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on met de l'éthique là-dedans? Est-ce qu'on la met au niveau de la conception ou est-ce qu'on la met au niveau des usages, c'est-à-dire au niveau de la législation? Est-ce qu'elle est en amont ou en aval? Est-ce qu'on demande aux consommateurs ou aux utilisateurs d'être éthiques? Comme on voit bien qu'il y a des problèmes d'énergie, contrairement à ce que vous dites, on voit bien que les data centers, ça y va, qu'on a atteint les limites de la loi de Moore, c'est-à-dire que les composants électroniques, on ne va pas pouvoir les miniaturiser encore parce qu'ils vont perdre leur fonctionnalité quantique. Et donc à partir de maintenant, les coûts énergétiques vont croître en proportion des usages. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Il faut que les utilisateurs soient sobres. Oui, mais c'est ça. Sobre. Ça veut dire quoi, sobre? C'est-à-dire que je pose une question à ChatGPT une fois par jour, pas plus. Non, mais Voilà, il y a ce problème-là. Et la sobriété, je trouve, moi, le choix du mot est et votre confiance, elle catastrophique, est admirable. Votre optimisme, il est sain. Mais vous connaissez la définition de l'optimisme par Jean d'Ormesson? Non, j'en ai peur. Il disait, un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Ouais, c'est un peu ça. Eh ben non, il faut le faire avec une gomme et un crayon noir. Non, mais on peut faire des ratures et puis corriger les lettres. Mais non, parce que ce que vous appelez l'optimisme, c'est la confiance en soi. D'accord? Ou la confiance que ça va aller. Voilà, mais pas aveugle et pas naïf. Je suis pas naïf, je suis bien consciente des choses. Moi, je suis mais comme vous. Je trouve que moi, ça je fait suis du d'accord bien. avec vous que tout va finir par s'arranger, je suis d'accord. Et j'ajoute même mal. Étienne Klein, un dernier mot pour conclure? La conclusion, c'est qu'il faut laisser une place au rêve dans la psyché humaine, mais il ne faut pas que cette place soit colonisatrice.